Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous rencontrer et pour une nouvelle conférence, un nouveau webinaire, pardon, dans notre cycle de conférences Urkind. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé sexuelle à l'épreuve de la parentalité. Vous avez été nombreux la dernière fois à valider le fait que je passe par un cas clinique. Donc aujourd'hui encore, je vais vous parler de d'une histoire de vie, un cas clinique. Bien évidemment, les noms ont été changés et pour rester dans le cadre de l'anonymat. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, ravie de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est la santé sexuelle dont on commence beaucoup à parler, hein, et particulièrement, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la santé sexuelle à l'épreuve de la parentalité. Parce que nombreux sont les parents que je vois en cabinet et qui font que juste après la naissance d'un enfant, la santé sexuelle est bouleversée, dirons-nous. C'est un sujet qui est souvent tabou et qui, quelquefois, dans le cas clinique que je vais vous présenter, peut poser des difficultés. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, je suis sage-femme, je suis gestalt thérapeute, je suis conférencière et je suis créatrice du concept Urkind, dont je vous parle à chaque fois et qui me tient à cœur. Et puis, auteur, puisque j'ai écrit récemment la légende, le conte initiatique et la légende de l'Urkind. Mon énergie de vie, c'est les mères, parce que c'est vraiment, bien sûr, il y a les bébés, il y a les pères, mais vraiment, c'est mon énergie de vie, c'est de prendre soin des mères. Et puis, mon positionnement aujourd'hui, c'est de transmettre mon savoir. Alors, faisons peut-être un petit peu connaissance. Merci, tout le monde commence à dire bonjour, c'est super. Si vous pouviez me donner bonjour à toutes, alors je vois Anne, Yasmine, bonjour Yasmine, j'espère que tu vas mieux. Je vois Angélique, je vois pour des noms que je commence, de nouveaux noms, bonjour Pascal, et puis des noms que je connais, d'autres qui sont peut-être nouveaux pour moi. Si vous voulez me donner peut-être votre profession, votre exercice, c'est toujours sympa de voir un petit peu quel est le public aujourd'hui. Et puis peut-être ces deux questions. Dans votre pratique, comment vous vous organisez dans l'approche de la santé sexuelle, dans votre pratique de tous les jours? Et puis, de quoi auriez-vous besoin pour optimiser votre pratique? Ce serait intéressant que je puisse avoir quelques éléments par rapport à ça. Donc, je vais continuer tranquillement, étudiante en psychologie. Merci Marine. Et c'est bien parce que ce que j'aime dans ces webinaires, c'est que nous avons vraiment le mélange des mondes, du médico-social, du psy, de l'obstétrique, du médical. Et c'est très chouette que vous soyez tous là. Infirmière de périnatalité, association OTA. Ah, je ne connais pas l'association, ce sera intéressant qu'on en parle peut-être tout à l'heure. Sage-femme à Paris. Merci, merci vraiment beaucoup pour pour toute votre approche. Et donc, j'avance. Et puis, bien sûr, la santé sexuelle qui est souvent reléguée au second plan après une naissance. On s'occupe du bébé, on s'occupe du médical, on s'occupe des cicatrices, mais la santé sexuelle est quand même fondamentale pour que l'histoire du couple reprenne une autre direction, mais avec un bébé en plus, je dirais. Comme le souligne Winnicott, la grossesse, vous m'entendez souvent le dire, mais c'est l'ouverture de la crypte de la mémoire du corps. Et la mémoire du corps, bien évidemment, ce corps qui est à l'œuvre dans la santé sexuelle. Et cette crypte de la mémoire met à vif parfois certaines blessures. Donc on va regarder le cas d'Éléonore et de Cerise, de la petite Cerise, et on va regarder comment la santé sexuelle peut impacter durablement le lien mère-enfant et le couple parental. Donc ce que je vous propose, je demande un petit peu de patience et plutôt que de paraphraser et comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai écrit ce cas clinique.
je vous le lis pour que ce soit plus direct, enfin, on va directement à l'essentiel. Donc, voyons l'histoire de les points clés de ce cas clinique, qui me touche encore aujourd'hui d'ailleurs. La petite fille qui entre dans mon cabinet est vêtue de vêtements de grande marque. Du haut de ses 3 ans, Cerise avance, tête baissée. Des cheveux fins et parsemés barrent le minuscule visage. Une moue de dégoût tire la petite bouche vers le bas, l'affaissant encore davantage. Même si les traits sont flatteurs, l'enfant n'est pas joli. Est-ce le visage éteint qui lui fait pas honneur? Est-ce le regard vide qui n'arrange rien? Je ne saurais pas dire. En tout cas, quand je dis pas jolie, c'est que malgré des traits harmonieux, elle n'a rien de la beauté enfantine que l'on attendrait à 3 ans. Je vous cite, voilà, une voix agacée qui me lance. Je suis venue avec mon boulet. Lance une voix agacée. Une magnifique jeune femme me toise de haut en bas. Je suis là parce que ma fille est incapable de croiser le regard de qui que ce soit. C'est une enfant qui ne regarde pas. Le médecin dit qu'elle n'a rien aux yeux, ni au cerveau, et il m'a saoulée pour que je vienne vous voir. Alors voilà, je vous l'amène. Je reste silencieuse. J'ai besoin d'un temps pour réguler le flux d'émotions qui m'assaillent. Je cherche à retrouver mon ancrage en respirant posément. J'invite la petite à s'asseoir sur le tapis devant un panier fleuri qui est rempli plein de jouets. Et sa maman tourne le dos à sa fille et s'installe sur le fauteuil disposé face à moi. Je vous préviens, dit-elle, on n'est pas là pour moi. Alors commencez pas à me poser des questions de psy sur ma mère et tout, je ne répondrai pas. C'est elle qui a un problème, ajoute-t-elle en désignant Cerise du menton. Moi, tout va bien. Une petite voix dans ma tête me dit « Respire ». Au fil de l'entretien, les bribes d'informations que je parviens à recueillir dressent le portrait d'une femme exceptionnelle. La jolie Éléonore est une jeune femme brillante, déterminée, habituée à exceller. Lorsqu'elle parle de son mari, son regard s'illumine. D'une fierté non dissimulée, elle le décrit comme un homme charismatique, remarquable, un pilier à ses côtés. Tous deux évoluent dans des carrières très exigeantes. Ils occupent des postes de haut niveau où la performance est une évidence. Le couple, très amoureux, forme un duo fusionnel, capable de relever tous les défis, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère intime. Enfin, tout ça, c'était avant l'arrivée de Cerise. Derrière la working girl, je vais l'appeler comme ça, je surprends à plusieurs reprises 2 yeux bleus qui me transpercent furtivement. Le regard est inquisiteur, sans concession et très présent. La petite fille semble me questionner en silence. J'ai réussi à t'amener ma mère, tu vas faire quoi maintenant? Le challenge et la barre est haute. Le discours maternel se poursuit. Il est rempli d'une détresse qui apparaît démesurée par rapport à des faits qui, de l'extérieur, pourraient sembler anodins. La promesse d'une plénitude de grossesse jamais ressentie laisse un goût amer de tromperie évidente. Le corps, marqué par quelques vergetures, est comme saccagé, il est vécu comme saccagé. Les quelques points sur le périnée, apparemment sans gravité pour nous, sont éprouvés comme un véritable traumatisme. La confiance en une plastique intacte et maîtrisée s'est effacée, laissant la place à un chagrin qui se lit dans la pâleur du visage de la jeune femme que j'ai en face de moi. Puis soudain, le ton change. Une animosité féroce s'installe quand Éléonore lance, en montrant du menton la petite derrière elle, et l'autre en a profité, et que je fais des câlins à mon papa, et que je minaute pour avoir des bisous, et tout ça dans mon dos. Avant elle, j'avais un amoureux. Tout est fichu. Il y a même des nuits où elle vient au milieu de notre lit, entre nous, juste pour nous séparer. En clair, elle a pris ma place, cette usurpatrice. La jeune femme sort un miroir de son sac à main Gucci pour vérifier son maquillage ou pour vérifier sa colère.
ou pour réguler sa colère, je ne sais pas. Les 2 yeux bleus de l'enfant sont maintenant fermement ancrés dans les miens. Et bien, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Et donc, dans le chat, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous... est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous touche pas? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc, je suis curieuse de lire hein, vos remarques. En tout cas, moi, ça m'anime, c'est certain. Hein, on prend soin de qui là? On prend soin de la relation, on prend soin de la jeune femme, on prend soin de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, j'ai besoin d'un temps de régulation pour vraiment pour me poser et savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Avant de prendre soin de l'autre, j'ai besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça m'intéresse de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si je peux avoir quelques informations. Triez pas, hein, mettez... voilà, donc on parle de sexualité avant la naissance, puis après on fait beaucoup de déculpabilisation et d'apport d'informations de pourquoi la baisse de libido, pourquoi on ne se reconnaît pas en couple, l'image du corps en postpartum, effectivement. Angélique dit, je suis très touchée, ça tourne, il y a 2 patientes. Ben oui, je suis d'accord avec toi, Angélique. La petite fille et la mère, je me demande de suite si inceste chez la mère. Bonne intuition, Angélique. Hein, je pense qu'on est sur la bonne piste, sauf qu'elle ne veut pas y aller sur cette piste-là. Il est hors de question qu'elle y aille. J'aimerais comprendre pourquoi la mère se met en compétition avec sa fille. Je pense que la première chose à regarder, à faire, c'est de protéger l'enfant. Et pour protéger l'enfant, j'ai besoin de savoir ce qui se passe chez la mère. Peut-être inceste. Voilà. Là aussi, on peut se poser la question du désir d'enfant, jalousie, compétition. Je vois, eh ben, écoutez, merci pour tous vos retours qui sont très très justes. Hein, parce que moi, ce qui se passe pour moi, c'est que le piège est subtil. Le piège serait, moi, sincèrement, j'ai envie d'une chose, c'est d'aller la prendre dans mes bras, la pitchounette. Hein, c'est de me dire et lui dire, t'inquiète, je suis là, quoi. J'ai envie de... Et je pourrais me laisser happer par l'urgence de la situation. Hein, et aller tout de suite dans l'action. Là, en tant que thérapeute, et je vous invite vraiment, quand on vous transmet des histoires de vie comme ça, ce qui est fondamental, c'est d'apaiser votre propre résonance émotionnelle. Parce que si on est dans la résonance émotionnelle, on va prendre parti. Et là, je n'ai pas à prendre parti, ni l'un ni l'autre. Je voudrais pouvoir bien faire, c'est-à-dire que je voudrais une baguette magique, puis les réconcilier toutes les deux. Hein, les réconcilier, mais toute la souffrance, elle restera inentendue, elle pourra se tendre que davantage si on ne prend pas soin de la demande de la mère. D'abord, réguler avant d'agir. Donc c'est peut-être aussi à l'intérieur de moi, je regarde ce que j'ai mis dans mes notes là, mais tout en moi me pousserait à m'occuper de Cerise, mes propres élans, mes résonances d'enfant, mais ça doit être mis à distance, ça. Parce que l'urgence n'est pas de réconcilier mère et enfant, l'urgence est de, je dirais, mettre de la distance pour laisser respirer, un peu Cerise, et puis d'écouter la souffrance, vraiment la souffrance de cette femme qui se présente bien mal, quoi. Mais en même temps, parce que ce que je crois revoir dans le regard de Cerise, c'est pas un prends-moi dans tes bras et au secours. J'ai plutôt un message qui dirait aide-la, apaise-la pour qu'enfin elle me fiche la paix. Voilà, on est plus à cet endroit-là. Donc, ce qui est important. Je pense que là, le sujet, bien sûr que je vais m'intéresser au fait qui est dans la matrice de soutien de Cerise. Dans sa matrice de soutien, il y a un papa qui est là, très présent et qui l'aime beaucoup. Et une chose est très intéressante, c'est que cette maman qui travaille beaucoup, Cerise a une nounou qui adore Cerise et qui vraiment, on sent que là, elle a vraiment un point d'ancrage. Donc, l'idée n'est pas de réconcilier tout de suite toutes les deux, mais de prendre soin vraiment de prendre soin d'Éléonore.
hein, parce que cerise, hein, j'ai noté, elle est silencieuse, elle est effacée. Surtout la première fois où elle me dit: «Je suis venue avec mon boulet», je respire. Parce que si là je démarre, la relation est fichue, quoi. Il y a une souffrance maternelle sous-jacente, un corps qui est vécu comme abîmé, une féminité qui est remise en question. Et donc, merci Laurence, est-ce que l'accouchement était violent, travail rapide, sans péridurale? Voilà. Eh bien, je vais poser 10 questions à cette femme. Et maintenant que vous me connaissez, avec cet outil qu'est la cartographie Urkind, je vais poser 10 questions à cette femme sous forme de 10 photos 10 photolangages, 10 cartes de photolangage, parce que les cartes de photolangage vont permettre qu'elle puisse dire sans trop en dire, puisque tout de suite elle m'a dit vos trucs de psy, je ne veux pas en entendre parler. Donc je voudrais avoir des informations sans qu'elle m'en donne trop. Et donc je veux simplement savoir c'est quoi le volcan qui est à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'elle va répondre? C'est ça. C'est que dans la situation actuelle, pour celles qui ne m'ont jamais entendu sur la cartographie, 1, c'est grand soleil. C'est grand soleil dans ma vie. 5, 2, c'est soleil un peu brumeux, quelques gouttes de pluie. Là, il pleut carrément, c'est tout gris. Et 5, c'est grosse tempête. Et donc, je vais simplement lui mettre une carte, des cartes de photolangage, et puis un curseur, et lui, la situation actuelle aujourd'hui, comment ça fait à l'intérieur de vous? Et donc, ce qu'elle va répondre, c'est une vraie tempête. Ok. Ensuite, l'environnement quotidien et économique. Et là, elle est très fière de me dire, écoutez, c'est bon, c'est grand soleil, j'ai réussi, c'est génial, donc grand soleil. Ok. Les moteurs de stress. Les moteurs de stress, 4. 4, les moteurs de stress, c'est tout ce qui la stresse dans sa vie, dans son travail, voilà. Tout ça, c'est à 4. Il pleut déjà pas mal. Antécédents gynéco-obstétricaux, je réponds à Laurence, c'est 5. Tempête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie tempête. Les valeurs. Les valeurs, c'est la question qui est posée, c'est dans le cadre de la sexualité, quand vous parlez de vos valeurs à votre environnement, je lis la carte, hein, vos proches, amis, famille, collègues, vous sentez-vous tout à fait entendu dans vos valeurs, grand soleil, ou quelques nuages, ou vous sentez que ce sujet est très orageux? Et là, elle va répondre, c'est grand soleil, quoi. Quand je parle de mes valeurs, c'est évident, moi, tout roule, tout est calé, c'est exactement, mes valeurs, elles sont bonnes. C'est l'autre, la petite, là, qui ne veut pas entendre mes valeurs. Mais pour elle, tout va bien. On vient sur l'histoire, peut-être inceste ou pas inceste, on ne sait pas. En tout cas, tout ce qui est la relation avec le père, c'est grosse tempête. La relation avec la mère, c'est pas beaucoup mieux. L'histoire de la sexualité, de petite à aujourd'hui, tempête. On peut dire que je vous rappelle Winnicott, l'ouverture de la crypte de la mémoire du corps, on est dans l'ouverture de la crypte de la mémoire du corps, ici. Le désir de celui de son partenaire, eh bien, tout est fichu, dit-elle, donc là, c'est carrément tempête. Et puis, l'harmonie corporelle, c'est comment elle se sent dans son corps. Est-ce qu'elle va bien? Eh bien non, elle est épuisée, cette femme-là. Elle est épuisée. Donc ici, on a un scoring qui est intéressant, qui est à 38%. Moi, ce que je sais de ma pratique clinique et ce que de nombreuses sages-femmes, on a formé 4000 professionnels à la cartographie Urkind, prénatale, postnatale, deuil périnatal, on est en train de travailler sur l'ado, mais le curseur se révèle est toujours le même quand on est en dessous de 40%, ce qui est le cas. En jaune, nous avons toute l'énergie de cette femme. En bleu, nous avons tous les empêchements et toute la vulnérabilité de cette femme. Le curseur, ce que nous calculons, c'est l'énergie. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, hein, et que c'est clair. Donc, cette énergie résiduelle, c'est les ressources qui sont mobilisables chez cette femme, qui sont décrites en jaune ici. Et bien, ici, elles sont à 38%. Et nous, on sait qu'en dessous de 40%, la personne est en détresse totale.
Elle est noyée dans son désarroi, l'énergie psychique est au plus bas, la réflexion est impossible, l'émotionnel prend le dessus, elle n'arrive plus à réfléchir. Elle dit n'importe quoi. Elle s'en prend à sa fille, elle se trompe de cible, quoi. Hein, mais tout simplement parce que cette femme, elle est à bout, elle est en train de se noyer. L'expérience nous a appris, je vous le dis, c'est qu'entre 40 et 60%, la personne perd pied, mais elle va demander à ce qu'on lui tienne la main. Et puis au-dessus de 60%, elle a une capacité d'analyse, elle peut remonter, elle a une résilience qui est suffisante pour se remettre en route, à condition avec un peu d'étayage. Mais là, Éléonore, elle est complètement sous l'eau, quoi. Donc, lui donner des conseils, l'écouter, c'est pour ça qu'elle est pratiquement incohérente quand elle arrive avec cette violence. Hein, donc, quand elle dispose de moins de 38%, elle ne veut même pas entendre parler de son état personnel. C'est pour ça que la cartographie Urkin est intéressante, parce que ça permet d'identifier les failles et les ressources mobilisables. On travaille sur 10 items et on travaille sans creuser dans l'histoire. Donc, assez facilement, elle a apaisé ses résistances et elle a amorcé un dialogue sans confrontation directe. On est dans le non-verbal, parce elle répond, elle ne me regarde pas hein, quand elle répond à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, moi, j'ai l'information qui fait que je vois qu'elle est en grande détresse. Et là, mon cœur s'ouvre, j'ai envie de dire, parce que je me mets à avoir un élan de tendresse pour cette femme, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Et donc, elle a besoin d'un cadre, d'un accompagnement fort. Je reviens ici. Qu'est-ce qui va bien dans sa vie? Ce qui va bien, c'est l'environnement financier. Eh bien, c'est là que je vais aller la chercher, sur cet environnement, parce que là, ça va bien. Et Éléonore, elle va me raconter comment elle s'est donné beaucoup de mal, comment c'était difficile les études, et qu'elle est tellement fière, et qu'elle a réussi, et qu'elle a fait mieux que papa. Non, hop, un petit peu de repère paternel là. Malgré tout ce qu'il lui a dit, malgré le fait qu'il ait voulu la casser, elle a réussi, elle est tellement fière, tellement... et ça, elle va se charger de jaune, d'énergie. On est en train de faire alliance. On fait alliance sur quelque chose qui est du jaune pour elle. On fait alliance sur ce qui va bien. Parce que quand on fait alliance et qu'on fait monter tout ce qui va bien, on va pouvoir ensuite aller sur ce qui va moins bien. Donc là, on va aller sur tout ce qui va bien. On va aller sur ses valeurs. Pour elle, valeurs, c'est la famille, c'est le mariage, et tout ça, elle est déçue de ça. Mais quand elle parle de tout ça, c'est un rêve de petite fille. C'est un rêve de princesse. Elle va le raconter avec... Elle est toute petite quand elle le raconte. Et quand je suis à cet endroit-là et que je suis à cet endroit-là, eh bien, d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui se transforme en face de moi. Le fait qu'elle se transforme, elle monte un tout petit peu en énergie et puis on va pouvoir aller travailler ce qui est plus difficile. Ce qui est pas peut-être... l'inceste, c'est trop, on ne va pas pouvoir y aller, en tout cas pas dans les premières séances, hein, mais au moins elle va revenir. La première séance s'arrêtera là-dessus. On va juste travailler le jaune. Et là-dessus, elle repart, et ben elle n'est pas une aussi mauvaise mère que ça. Et elle regarde sa fille en se disant, finalement, ma fille, peut-être qu'elle n'y est pas tout à fait pour tout, quoi. Puis je vais la laisser mouliner. Mais c'est parce qu'on entre par ces points positifs que ça permet d'avancer. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? C'est que la véritable demande d'Éléonore, en fait, c'est sa santé sexuelle. C'est une femme qui s'est perdue en devenant mère, c'est un corps qu'elle ne reconnaît plus, c'est une féminité effacée et qui convoque ses blessures d'enfance. La santé sexuelle, c'est une véritable porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour ces femmes qui viennent nous voir, pour les couples, pour ce qu'on a envie de transmettre, et surtout ce qu'elle est en train de transmettre, Éléonore, c'est qu'elle transmet à une petite fille. Et donc, comment être elle qui ne peut pas être dans sa féminité, comment elle projette dans sa féminité avec cette petite fille qu'elle accuse déjà pratiquement, qu'elle met en situation de projection d'inceste, quand elle dit
elle va chercher les câlins, elle se met entre nous, elle prend ma place. Il y a urgence pour Cerise de prendre soin d'Éléonore. Mais l'erreur serait de tout de suite vouloir travailler sur la relation mère-enfant trop tôt. Et puis, l'erreur serait de travailler, et vous avez beaucoup d'intuition, hein, de travailler sur ce qui ne va pas. Si on travaille là, si on travaille ici, si on travaille sur son histoire de vie, Éléonore, elle va se fermer directement. C'est pourquoi l'intérêt de travailler sur ce qui va bien. Je serais curieuse d'avoir un petit peu votre retour par rapport à tout ce que je viens de dire. Est-ce que ça correspond un petit peu à ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que vous pensez de mon approche, qui n'est pas l'approche qui est universelle, hein. En tout cas, ça a été la mienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, merci. Et ça m'a longtemps trotté dans la tête, hein, parce que pour moi, j'avais l'impression d'avoir fait une faute professionnelle en ne prenant pas soin de l'enfant. C'était dur, hein, de laisser de et dans l'interprétation, et dès que j'ai pris soin de cette femme, j'ai vu que ça se calmait à l'intérieur euh, de la petite. Je pense que c'est très très important. La première chose, quand on vous raconte des histoires de vie en santé sexuelle, la première chose à faire, réguler votre émotion, réguler vraiment votre émotion pour ne pas aller très vite, quoi, pour ne pas aller très vite. Il y a une chose que j'ai pu faire aussi, c'est que retrouver sa sexualité pour, pour Éléonore, c'est retrouver une part de soi, c'est retrouver son identité, c'est la porte d'entrée. Et puis, deux choses que je veux encore vous dire, et je lis en même temps tout ce que vous dites, et c'est oui, merci, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Ça me touche quand vous dites en prenant soin de la mère, vous avez pris soin de l'enfant. C'était pas évident pour moi au départ, hein. Mon premier élan, il n'était pas vers la mère, il était vraiment, l'animosité m'avait gagné même envers la mère, hein. Le boulet, c'était resté un peu, et c'est le fait que j'ai pu trouver de la tendresse pour la mère qui fait que j'ai pu l'accompagner. Et puis, j'ai eu un échange avec la pitchounette, et Eleonore m'a laissé faire, hein. C'était un échange avec la pitchounette où on s'est regardé droit dans les yeux. J'ai dit, vous permettez que je parle à votre fille? Et j'ai dit quelque chose qui, je l'ai noté là, mais qui dit, ta maman, elle est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là, mais c'est pas, elle est juste en route. Attends, elle arrive, quoi. C'est pas à cause de toi, c'est pas contre toi, c'est un passage qu'elle traverse. En attendant, nourris-toi du monde. Regarde autour de toi. Il y a plein de gens, il y a des regards. Nourris-toi de ce qui existe. Et prends ce que la fille te donne ailleurs. Ta maman, elle arrive. Ça a permis aussi à Éléonore de poser les choses. Et puis, dans le travail qui sera fait avec Éléonore, il y a quelque chose alors qui m'a profondément touchée, parce que ça, je ne l'avais pas vu venir du tout. C'est qu'elle, je vous ai rappelé, vous savez que cette petite fille, elle n'est pas belle. Enfin, elle n'est pas belle. Elle est toute, toute cachée, tout visage éteint. Elle dit, et à un moment donné, Éléonore, elle dira, moi, en fait, bon, elle n'est pas très, elle n'est pas, comment je dirais, je ne peux pas la présenter aux copines, hein, comme elle présenterait son joli sac à main, parce que c'est pas très valorisant de présenter ma fille, hein. C'est parce que franchement, c'est pas une vedette, hein. C'est bon, toujours je respire, hein, quand elle dit ça. Puis à un moment donné, il y a de la douceur qui arrive dans sa voix, puis de la peur qui arrive. Elle dit, mais elle, je la cite, mais tant qu'elle est moche, elle risque rien. Et ça, ben, est-ce que c'était aussi une protection maternelle? C'était de ne pas la mettre en avant, de ne pas la mettre dans quelque chose de joli et je pense bien sûr que la piste de l'inceste arrive là, mais c'est trop tôt, surtout c'est trop tôt pour en parler. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien sûr que retrouver sa sexualité, c'est retrouver une part de soi. C'est une femme qui se reconnecte à son corps
en postnatal, à son couple, à sa vie, elle s'autorise à se réinventer elle-même. Donc on peut espérer qu'Éléonore, elle ouvre un espace pour se redéfinir en tant que femme, donc en tant que mère d'une petite fille. Hein, et je vous remercie vraiment hein, de tous ces éléments que vous apportez, qu'on va peut-être rebalayer un petit peu. Je vais remonter. Je vous donne juste ça, et puis après, s'il y a des questions que vous vous posez, on a encore 10 minutes là pour y répondre. Ce que je veux juste vous dire, c'est que déjà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous cliquez ici, là. Vous cliquez ici. Si vous avez envie d'en savoir plus, mon équipe est prête à prendre rendez-vous. Si vous voulez savoir ce que nous on propose, la cartographie Urkin, si vous voulez en savoir plus. Et d'ailleurs, si avec votre téléphone vous voulez flasher ce QR code, vous allez avoir accès à toutes les formations que nous proposons. Si vous voulez demander le webinaire, le replay, vous pouvez. Pascal, je crois que je n'ai pas répondu à votre demande la dernière fois de replay. J'aimerais bien qu'on se parle à l'occasion, Pascal, parce que ça fait plusieurs fois qu'on échange comme ça. J'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien peut-être qu'on se parle. Et puis, si vous voulez vous inscrire à la newsletter LinkedIn, c'est que à la suite de ce webinaire, ces 3 quarts d'heure, là, nous avons échangé, j'écris toujours un article, parce que comme ça, et puis si vous vous inscrivez sur Nathalie Piquet et la newsletter parentalité, vous allez retrouver tous les articles de tous les webinaires que j'ai animés depuis, c'est le 6e aujourd'hui. Donc ce serait intéressant pour vous, si vous voulez savoir. Et puis, je reprends un petit peu, maintenant qu'il me reste une dizaine de minutes. D'habitude, je suis beaucoup plus bavarde. Et en fait, ça me permet de regarder ce que vous avez noté et puis de poser quelques questions. C'est Sacha, infirmière de périnatalité, secrétaire de l'association OTA. C'est quoi l'association OTA ? Je serais curieuse. Alors, ce qui n'est pas pratique avec ce formule de webinaire, c'est que je ne peux pas vous entendre, mais je peux vous lire. Donc, je serais curieuse de savoir ce qu'est l'association OTA. Cadre puéricultrice, formateur, ça c'est formateur pour les auxiliaires de puériculture. Bien évidemment que la parentalité, c'est bien trop précieux pour n'appartenir qu'à un seul corps professionnel. C'est l'affaire de tous. Hein, donc, et c'est bien que toutes les professions soient mélangées ici. Sage-femme, conseillère familiale, très beau métier, le métier de conseillère familiale, Anne. Marjorie, sage-femme libérale. Donc, oui, c'est vrai qu'il faudrait. Là, ça demande. Si vous voulez, la cartographie Urkin, elle donne une méthodologie. Je suis en train de répondre à Angélique. Ça donne une méthodologie pour cadrer. C'est pas très long à faire et ça permet de cadrer sur une séance. On fait un état des lieux et après on a plein de pistes qu'on peut ouvrir en gynéco, qu'on peut ouvrir en relation avec le bébé, qu'on peut ouvrir. C'est pas mal d'avoir un état des lieux parce qu'on ne réagit pas pareil avec une femme qui a 34% d'énergie et une femme qui a 80% d'énergie. On ne l'aborde pas du tout pareil. 80% d'énergie, on lui donne des conseils, on lui dit « je connais, vous pourriez appeler un tel ». À 34% d'énergie, on la prend par la main et on va au rendez-vous. On n'est pas au même endroit. Yvette, rebonjour, merci d'être là. On parle de, oui, besoin de méthodologie, donc Marjorie, c'est pour ça que je parle de la cartographie. Et puis, oui, bien évidemment que la cartographie ne permet pas d'aborder tout, elle permet de faire un état des lieux, de positionner la personne, et après, petit à petit, on va ouvrir. Mais on va ouvrir ce que demande la femme, ce que demande le couple. On n'ouvre pas ce qu'il ne demande pas. Et c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Donc, je regarde. C'est qui permet d'accompagner rapidement et de prendre soin au mieux. On s'est déjà rencontrés, mais on ne s'appelait pas Othéo encore. OTA. Donc, Sacha,
Ok. Question, vous avez vu la femme seule après le premier rendez-vous? Ah oui, là c'était compliqué parce que j'avais très peur qu'elle disparaisse. Et en fait, j'ai réussi à voir cette femme seule, qui est venue seule après. C'était pas simple. Et puis, j'aurais voulu que la petite ait un suivi thérapeutique pour elle. Mais le papa a dit, bon, que ma famille aille, c'est une chose, mais ma fille n'ira pas voir un psy, c'est pas ma fille qui est folle, c'est ma femme. Donc la petite n'a pas eu de suivi thérapeutique, mais par contre, elle avait un entourage. Je me suis assurée petit à petit qu'il y avait vraiment une matrice de soutien pour qu'elle puisse grandir en sécurité en attendant que sa maman arrive. Donc, eh bien, merci beaucoup. Ah oui, bah, donc Sacha, bien sûr, avec Malia. Oui, oui, bien sûr. J'ai parlé de Malia ce matin parce que j'étais avec l'équipe de Maman Blues au téléphone. Ben, j'en profite pour vous dire, pour toutes les personnes qui sont intéressées, que nous avons, je suis très fière de ce congrès qui est organisé à Strasbourg le 19 et 20 juin et qui va regrouper 250 professionnels et qui, sur 2 jours, et dont le sujet est la santé mentale du parent, la santé mentale du bébé, un enjeu pluridisciplinaire. Ce qui n'apparaît pas dans le titre, mais qui est dans le contenu aussi du programme, c'est la santé mentale du soignant, qui me tient à cœur. Bon, eh bien, écoutez, je suis ravie. Donc, je vois, bienvenue là, je suis vivement intéressée par la formation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer là-haut. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations. N'hésitez pas à cliquer ici. Hein, vous allez pouvoir prendre rendez-vous et on va écouter vraiment votre demande. Merci beaucoup de toute votre écoute. Et puis, j'essaie chaque fois de ne pas vous prendre trop de temps entre midi et 2. Je vous annonce que la prochaine fois, nous allons parler de cas cliniques encore. Juste une chose, cas cliniques, ça vous plaît les cas cliniques ou juste oui, non? C'est parce que moi je trouve que c'est mieux. Oui, d'accord. Donc, prochaine, merci, merci. Donc, la prochaine fois, cas clinique, c'est sur dépression du postpartum. Parce que ça me semble important. Comment la place du psy dans la dépression du postpartum, mais pas que le psy dans la dépression du postpartum, dans l'étayage. Comment on fait ça pour s'inscrire pour le 19 et 20 juin? Eh ben, n'hésitez pas, si vous voulez, vous cliquez là et puis vous posez la question et on va vous envoyer le programme, Sacha. Et oui, oui, ça y est, Sacha, je me rappelle parfaitement de notre entretien qui était très sympathique. Voilà. Eh bien, bonne journée à vous. Encore merci. Et puis, eh ben, on se retrouve je vous donne tout de suite la date, c'est au mois de mars puisque c'est une fois par mois. On se retrouve, excusez-moi, le mercredi 19 à 13h. Et ben, je vous attends. Très bien. Bon après-midi. Au revoir à tout le monde.